À tous et bienvenue sur la 102.7 FM. Vous êtes bien au plateau de votre émission Grand Jury pour vivre ensemble avec nos invités l'actualité sociopolitique de notre cher pays, le Togo. Et parlant de l'actualité, elle est relative au communiqué de la Cour constitutionnelle fixant les uns et les autres sur le délai constitutionnel dans lequel devra se dérouler le scrutin présidentiel de cette année dans notre pays. L'actualité, elle est également relative au refus de Gabriel Mensa Agboyome Kodio, président national de Obu, d'être candidat pour cette élection présidentielle. L'autre sujet de l'actualité, il est relatif à la nouvelle initiative des organisations de défense des droits de l'homme qui prennent une nouvelle initiative, comme je l'ai dit pour me répéter, sous le mot d'ordre, pas de réforme, pas d'élection. Et nous allons également passer un coup de regard sur la visite surprise du Premier ministre, son Excellence Artem Kwesi Seliagodi à Oumezounou, au personnel du centre hospitalier régional Lomé et commune. Qu'est-ce qui a été dit? Nous allons vivre tout cela dans ce numéro de votre émission. Et pour vous accompagner, appelez-moi tout simplement Rodrigue Aego, derrière la baie vitrée pour la technique et la mise en onde Malix. Magloire, Émilie est derrière la caméra pour le www.togovision.com. Salut également à toutes les équipes des médias partenaires parlant de Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anejo et le www.ebenradio.com sur le web, ce qui nous envoie à vous dire bonjour donc à vous toutes et à vous tous, que ce soit ici au Togo ou encore dans tout le monde entier via les réseaux que nous venons de citer. Ceci étant, rapidement, nous revenons autour de ce plateau pour vous présenter nos invités. Nous recevons pour vous ce matin Michel Yao Tchadia. Il est le directeur de publication du journal Ouara, Les Vainqueurs. Bonjour Michel. Bonjour Rodrigue. Et finalement, on se retrouve régulièrement. Ah oui, nous sommes là pour en tout cas essayer d'aider à l'opinion de comprendre les sujets d'actualité. Merci en tout cas pour la disponibilité. Notre second invité, vous le connaissez très bien, il s'appelle tout simplement Tchakala Alilou. Il est le directeur de publication du journal Le Courrier de la République. Bonjour Tchakala. Bonjour Rodrigue, et bonjour à toutes et à tous, et puis bonne écoute à tous ceux-là qui sont branchés actuellement sur la radio KNTB. Et puis, je vais profiter aussi pour envoyer un sympa coucou à un très cher ami, à un très cher grand frère, quelqu'un qui a quand même donné un sens à ma vie professionnelle. Il s'agit de M. Atapabem. Il est au service des programmes de la télévision togolaise. S'il est à l'écoute, vraiment, je lui envoie plein de coucous. Merci pour tout ce qu'il a eu à faire pour moi. En tout cas, je vous rappelle quand même que nous sommes très bien suivis là-bas dans les locaux de la télévision nationale, également à la radio, comme à Togo Presse, sans oublier le ministère de la Communication, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, et tous les départements ministériels, en tout cas, puisqu'ils savent bien que nous sommes au service de la nation, au nom de l'appel qui nous est lancé à travers l'hymne national, la terre de nos aïeux. Togolais, vient, bâtissons la cité. Et donc, depuis le début de cette année, nous avons décidé, ensemble avec l'administration, d'étendre l'émission à la contribution des auditeurs via deux numéros, 91 05 80 80 97 25 86 86. Et nous disons tout simplement à nos auditeurs d'envoyer leur message en guise de contribution, pas d'insultes, pas de propos injurieux, et en tenant compte des sujets en discussion, et nous lirons vos messages. Vous pouvez également faire des commentaires sur la page Facebook de l'émission en tapant juste Grand Jury dans le moteur de recherche et vous allez rapidement trouver la page. Ceci étant, rapidement, nous allons, Tchakala, analyser un tout petit peu le communiqué de la Cour constitutionnelle et fixant l'opinion sur la tenue dans un délai constitutionnel de l'élection présidentielle. Et selon ce communiqué de la Cour, le scrutin doit se tenir entre le 17 février et le 5 mars plutôt prochain. Donc je crois qu'il va falloir que nous rectifions un peu. Je crois que c'est le délai que la Cour constitutionnelle a estimé, mais je crois qu'il y a amalgame à ce sujet, et j'ai pu écouter le ministre de l'administration territoriale, Gilbert Bawara, ce matin sur Radio Victoire. Il disait que non, bon, c'est un peu galvaudé que de dire que les élections doivent se tenir d'ici un mois,
que c'est la convocation du corps électoral qui est censée se tenir à la date du 5 mars prochain. C'est le délai de rigueur. Donc, et si on doit aller quand même aux urnes, aller voter, ça doit se tenir au début du mois d'avril, d'après les informations toutes fraîches que je viens de recueillir. Donc, parler d'aller aux élections, d'aller accomplir son devoir civique le 5 mars, je crois que c'est irréaliste. Et le ministre Bawara a recadré les choses et que ceux-là qui ont déjà commencé par souffler sur la braise se retiennent un tout petit peu. Je crois que les élections ne se tiendront pas avant le début du mois d'avril. Est-ce que cette intervention du ministre Bawara ne vient pas un tout petit peu prendre à contre-pied? Est-ce qu'il n'y a pas manque de communication? Non, il n'y a pas de dissonance. Il n'y a pas de dissonance, vous savez. Et au Togo, on est passé expert dans l'art de récupérer des choses et d'en faire ce que nous pouvons pour créer l'événement. Sinon, si la Cour constitutionnelle a estimé que d'ici le 5, ça ne veut pas dire qu'on doit aller voter le 5. Peut-être c'est la convocation du corps électoral à cette date-là, parce qu'il faut quand même un délai entre la convocation du corps électoral et même l'acte même d'aller voter. Donc, nous ne sommes qu'au processus de révision des listes électorales. Bientôt, c'est hier que ça a commencé au niveau de la zone 2. Donc, il y a une zone 3, ainsi de suite. Donc, vous pensez que nous sommes aujourd'hui au 3, si je m'abuse. Donc, on va terminer ce processus, afficher les noms, ceux-là qui ont des réclamations à faire, les faire, acheminer, et tout le matériel devant servir au vote là, dans ce délai, c'est trop concis. Donc, je crois qu'il va falloir que le président de la Cour constitutionnelle, quand même, prenne d'assaut certains médias, surtout les médias d'État, pour aller expliquer un peu ce qu'il en est. Parce que il serait malsain quand même qu'on leur prête des intentions qui ne sont pas les leurs. Donc, je souhaiterais quand même que pour plus d'explications, ils puissent quand même aller donner un peu le réel sens de leur communiqué. Sinon, le ministre Bawara a quand même... Il n'y a pas de dissonance là-bas, il n'y a pas... le ministre n'a pas contredit et la Cour constitutionnelle à recadrer les choses pour que les gens se prennent pour dit par rapport à la date exacte à laquelle le scrutin est censé se tenir, pas avant le mois de février. Ok, très bien, pas avant le mois d'avril. En tout cas, on entend que c'est un chemin bien tracé vers l'élection présidentielle. Non, moi je pense que la Cour constitutionnelle a fait son travail. Elle est dans son rôle. Elle est dans son rôle. Elle a donné une explication juridique des choses. Selon les tests. Selon les tests, les élections doivent avoir lieu 60 jours, au moins 60 jours, ou au plus 75 jours avant la fin du mandat du président sortant. Quand vous calculez très bien, le chef de l'État actuel a prêté serment le 4 mai. Et donc, je l'avais dit en décembre au cours d'une émission sur une radio, que selon les dispositions constitutionnelles, les élections auront lieu soit au moins le 16 février ou le 2 mars. Les gens m'ont critiqué à l'époque. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle vient de dire, le fait que me donner raison. Les élections doivent avoir lieu. Ce n'est pas convoquer le corps électoral. Il ne faut pas... Le ministre Bawara a donné une explication politique de la chose, alors que la Cour a donné une explication juridique de la chose. Voilà le délai dans lequel vous devez être. Maintenant, les hommes politiques, par rapport peut-être au retard pris par le recensement et autres, si il ne peut pas tenir dans le délai, il suffit que le gouvernement adresse une note à la Cour constitutionnelle pour dire que voilà, nous ne sommes pas dans la possibilité de tenir les élections dans les délais que vous avez indiqués. Et maintenant, on peut proroger. C'est ce qui s'est passé justement avec les élections législatives qui devaient avoir normalement lieu en novembre 2012. Et finalement, ces élections ont eu lieu en juillet 2013. Vous voyez, la Cour avait eu à faire une sortie pareille, à indiquer la date où on devait faire, mais ça n'a pas eu lieu. Le gouvernement a écrit. Dans cette situation, je pense que c'est ce qui va se passer. C'est que le gouvernement ne pourra pas, dans les délais constitutionnels, tenir ces élections-là. Parce que la CENI a déjà pris
un retard qu'il ne faut pas négliger. Et donc, il revient maintenant au gouvernement de prendre ses responsabilités. Sinon, les élections, je pense que la Cour constitutionnelle a fait son travail. Elle a donné les dates précises prévues par la Constitution. Prévues par la Constitution. Maintenant, c'est au gouvernement de voir. J'ai écouté le ministre Ouattara. Je pense que c'est une explication politique qu'il a donnée. Il n'a pas non plus critiqué le communiqué de la Cour constitutionnelle. Maintenant, ça a eu de voir comment s'y prendre pour que ces élections-là puissent avoir lieu, en tout cas, dans un délai raisonnable. Voilà, dans un délai. Qu'est-ce qui pousse le Togo à aller aux élections dans un bref délai? Dans les conditions actuelles, on connaît déjà le vainqueur. Bon, à partir du moment où c'est un calendrier constitutionnel qu'on va suivre, je crois que on ne peut pas se dérober de ça. Mais par rapport au contexte actuel. Mais on connaît le vainqueur. C'est une information qu'il vient de nous apprendre là, mais moi, je pense que ceux-là, bon, le vainqueur c'est qui? Je ne le sais pas, donc il peut nous spécifier. Sinon, je crois que ceux-là qui sont actuellement dans l'arène se disent aussi avoir des chances à faire valoir au cours de ce scrutin. Donc, déclarer tout de go que non, qu'est-ce qui nous presse d'aller à ce scrutin alors qu'on connaît déjà le vainqueur? Moi, je me dis que je ne connais pas encore le vainqueur et que je me dis que peut-être il y a certains réglages à faire d'abord avant qu'on y aille dans l'absolue sérénité. Donc, la sérénité, nous la voulons tous et on veut que tous les nuages qui assombrissent un peu le ciel par rapport à cette joute qui s'annonce, je voudrais que les acteurs se transcendent pour le dégager, mais je me dis que dire que c'est plié d'avance, là, ça n'aura pas de sens. Une élection, les candidats vont tous avec des chances, des arguments à faire valoir. Maintenant, s'agissant quand même de cette polémique autour des dates, c'est vrai. Et moi, ce que je dois retenir par rapport à la sortie du président, le communiqué de la Cour constitutionnelle et la sortie du ministre Barois, c'est que le processus est lancé comme ça, tout est mis en branle. Donc ceux-là qui ont des intentions quand même de participer ou bien d'être candidats, je crois qu'on vient de lancer un déclic et il appartient à tous les bords politiques de pouvoir dire que non, on vient de sonner le départ de la Cour, c'est que l'heure n'est plus aux amusements, mais l'heure est à aller sur le terrain, convaincre l'électorat pour que les choses puissent aller dans le bon sens si on veut quand même sortir vainqueur au soir du scrutin. Voilà, au soir du scrutin. Aujourd'hui, Michel, dites-nous, est-ce que ce communiqué de la Cour constitutionnelle par rapport au contexte actuel dans lequel les débats pratiquement au sein de l'opposition se focalisent sur aller ou pas y aller, réforme ou pas réforme, est-ce que ce communiqué mérite d'être publié? Oui, ce communiqué mérite d'être publié. C'est le rôle de la Cour constitutionnelle. Elle est là pour veiller au respect des dispositions constitutionnelles. C'est ce qu'elle est en train de faire et on n'a pas à la jeter de pierre. Ce qu'elle a fait, je pense que c'est pour ouvrir les yeux des acteurs que, au-delà de ce que vous êtes en train de faire sur le terrain, voilà ce que la Constitution nous recommande. C'est tout. C'est un rappel. C'est un rappel. Et comme Aliou Tchakala le disait, c'est pour dire que les choses, comme le disent les marins, l'ancre est levée. C'est le départ. Voilà. Donc, la Cour est dans son rôle. Moi, je trouve que ce qu'elle est en train de faire, puisqu'elle l'avait fait, je l'avais dit tantôt, elle avait sorti un communiqué aussi en 2013. Par rapport aux élections législatives. Par rapport aux élections législatives. Je trouve que elle est dans son rôle et que, bon, maintenant, il appartient aux acteurs politiques, chacun en ce qui le concerne, de prendre ses responsabilités. Voilà, une question d'un auditeur peut-être pour vous. Pourquoi ne pas aller doucement et fixer une date consensuelle pour éviter les crises de post-électorales? Non, je pense que ce monsieur, peut-être que c'est un sympathisant, un militant d'un parti politique, mais il n'a qu'à comprendre que les dispositions constitutionnelles sont faites pour être respectées. Et si vous vous rappelez, en 2012, lorsque la date indiquée par la Cour constitutionnelle pour la tenue de ces élections n'ont pas eu lieu, il y a une partie de la classe politique qui taxait le Parlement à l'époque de
parlement illégitime. Comme quoi, à partir du moment où les élections n'ont pas pu se tenir, à partir de ce moment, ce parlement-là est un parlement illégitime. Alors que tout le monde sait que la Constitution a prévu des dispositions comme ça pour essayer de prolonger le mandat des élus au cas où les élections n'ont pas pu se tenir. Et donc, personne ne veut courir ce risque. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle a été claire. Maintenant, il appartient au gouvernement de prendre ses responsabilités parce qu'il ne faut pas qu'un jour après le délai du chef d'État actuel, que les gens disent qu'il n'est pas légitime. Donc, il ne faut pas qu'on tombe aussi dans ce piège. Maintenant, quand il dit que est-ce que ce n'est pas... Je pense qu'à un moment donné, la classe politique, nous avons fait 25 ans pratiquement de l'expérience démocratique. Nous devons apprendre à faire les choses d'une manière normale. On ne doit pas être toujours dans des non, pas dans le, mais dans le règlement des choses d'une manière conjoncturelle. Les choses doivent se faire d'une manière normale, structurelle, pour que comment appelle-t-on, l'avenir quand même puisse être vu avec sérénité. Tout le monde sait ce qui se passe à chaque étape. Il faut que tout le monde soit au courant, et tout le monde puisse en temps réel prendre ses responsabilités. Je pense que c'est dans ce sens-là que la Cour constitutionnelle à chaque fois veut essayer d'ouvrir les yeux des acteurs politiques qui, naturellement, vous comprendrez avec moi, passent leur temps à des querelles vraiment inutiles. Très bien, quelques messages avant de retrouver Tchakala. Que dit-on des réformes? Les élections sans les réformes n'ont aucun sens. Oh bon, vous savez, il a été un peu énigmatique dans son message, mais je crois que, et vous savez, cette date du 5 mars qui a été retenue dans le communiqué de la Cour constitutionnelle, ça donne des frissons. Parce qu'on se dit, à l'état actuel des choses, est-ce que c'est réaliste quand même qu'on fixe la chose? Comme l'a dit mon cher confrère Michel, je crois que la Cour constitutionnelle a joué son rôle, et la sortie du ministre Bawara sur la radio sœur Victoire FM vise à apaiser un peu les ressentiments que certains devraient avoir par rapport à ce communiqué. Donc je crois que les politiques verront ce qu'ils peuvent faire pour peut-être trouver un consensus autour de cette date. Donc, et surtout, la présidentielle, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui doit mobiliser des ressources humaines et matérielles, et même pourquoi pas financières. Donc, je me dis que si le gouvernement a pu mobiliser tout ce qu'il faut pour cette élection, je crois qu'il ne fait pas l'ombre d'aucun doute qu'on pourra aller dans ce délai. Mais moi, je crois qu'il y aura une certaine exception par rapport à cette date du 5, parce que vous savez, rien n'a encore fait, rien n'a encore fait. Quand on voit un peu le début du processus de recensement, il faut afficher les noms, il faut des réclamations, tout ça là, c'est tout un long processus. Donc moi je me dis que la Cour constitutionnelle a seulement sifflé la fin de la pagaille pour dire que, ah tiens, si vous êtes là à vous occuper de ce qui n'est pas trop utile, là, vous serez surpris par le temps. Donc voilà ce que nous pensons que ça doit se faire. C'est que le 5 mars, normalement, on est dans le délai de 75 jours avant la prestation du serment du président du nouveau président. Donc moi je me dis que la Cour constitutionnelle a joué sa partition. Il appartient maintenant aux politiques de voir qu'est-ce qui peut être faisable pour ne pas escamoter les étapes au nom d'une certaine date retenue par la Cour constitutionnelle. Donc ça peut être élastique. On peut aller en avril, pourquoi pas? C'est possible. En tout cas, c'est possible. Il faut dire quand même qu'avant ce communiqué, les différents partis politiques de l'opposition ont annoncé au total 7 candidatures passant de CAP 2015 à 10, sans oublier le net et autres 7 candidats au total le week-end dernier. Au but était également en congrès pour forcément désigner son candidat, sauf qu'à l'arrivée, le candidat désigné a refusé de défendre les couleurs du parti à l'élection présidentielle, et pour avoir les raisons qui motivent
ce refus de Gabriel Mensah Agboyome Kodjo de briguer ou bien d'être candidat à cette élection, nous avons tendu le micro à son vice-président Gérard Adja, que je vous propose d'écouter. Les congressistes ont investi notre président national, la personne de M. Kodjo Agboyome, aux prochaines élections présidentielles, mais ce dernier a décliné l'offre. Ce qui est son droit parce que nos statuts ont prévu que l'investiture d'un candidat n'est validée que lorsque la personne même accepte la candidature, a fait son investiture. Donc il a refusé d'accepter cette candidature pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a déjà 7 candidats de l'opposition. Et donc il estime que être le 8e, ça ne serait pas apporter une solution au Togo, au contraire. La deuxième raison qu'il a avancée, qui est aussi valable, c'est que sans que ces réformes que nous avons tant attendues ne soient pas faites, nous pensons que aller même à ces élections pose un problème. Et donc, nous attendons d'abord d'agir pour que les réformes soient faites. Et après cela, on peut savoir s'il y a lieu de participer à ces élections. Donc, c'est pour ça qu'il a dit que ce n'est pas la peine d'être candidat. Bien sûr que je comprends sa décision en tant que son vice-président. Je crois que être le 8e candidat de l'opposition dans le contexte actuel ne serait pas rendre service au peuple togolais. Parce que nous tous, nous cherchons l'alternance. Et donc, il faut que nous arrivions à réunir les conditions de l'alternance. Donc, la multiplication des candidatures en ce moment ne participe pas à la solution. Au contraire, c'est pour ça que je comprends sa décision. Et ça a été difficile pour nous de convaincre les congressistes d'accepter cette décision-là. Mais au finish, je crois que nous y sommes arrivés et ils ont compris qu'en voulant être une solution, une candidature supplémentaire en ce moment ne serait pas pour une solution. Au contraire. Et voilà, vous venez de suivre les explications du vice-président de OBU, Gérard Adja. Réaction, Michel? Non, je pense que quelques semaines avant même la tenue de ce congrès, pour ceux qui connaissent M. Ministre Agboyome Kodjo par rapport à ses prises d'opposition ces derniers mois, pouvaient comprendre qu'il ne devait pas aller sur ce chemin de candidature. Parce que je pense que lorsque ce monsieur a commencé sa carrière dans l'opposition, sa carrière politique dans l'opposition, il a pensé que ceux-là qui étaient là sur le terrain avant lui, il pensait qu'ils étaient animés de bonnes intentions et qu'il fallait les appuyer, voir ce qu'ils pouvaient faire ensemble. Mais très vite, il a compris qu'il avait affaire à des gens qui ont leur idée ailleurs. Il avait affaire à des gens qui, véritablement, n'étaient pas dans en tout cas dans sa vision politique des choses. Et donc, vite fait, il a... vous savez qu'il était l'un des premiers à former le FRAC, qui a disparu du langage de leur initiateur ces derniers mois. Et du CST également, il était l'un des fondateurs. Et voilà qu'il a claqué la porte. Il veut chercher lui-même son propre chemin. Mais il s'est dit aujourd'hui, sauf cataclysme, on ne pourra pas peut-être avoir les élections avant, les réformes avant les élections. Je pense que s'il n'y a pas de réforme avant ces élections, alors qu'il y a déjà cette candidature sur le terrain, qu'est-ce que la candidature d'Agboyome vient chercher? D'autant plus qu'en 2013, lui-même a été aux élections. Et il a vu son score, En 2010 également, il était aux élections, il a vu aussi le score qu'il a fait. Et donc, il pensait que peut-être avec ses camarades de l'opposition, il devait créer un certain dynamisme pour essayer d'obtenir d'abord les réformes. Et puis, maintenant, se mesurer chacun au premier tour et peut-être coaliser leurs forces au second tour. Mais comme les gens, certains, de par leur attitude, ne sont pas favorables aux réformes, notamment l'ANC, je pense qu'il a vite compris il ne peut pas être avec des gens qui, au même moment, parlent de réformes, mais en réalité, lorsque vous lisez derrière leur tête, c'est comme ces réformes-là ne les arrangent pas. Et donc, Agboyome Kodjo dit aujourd'hui pourquoi aller à une élection alors qu'il y a déjà 7 candidats sur le terrain de la même opposition, alors que, je l'ai dit tantôt, peut-être
ces réformes-là ne pourront pas avoir lieu avant les élections, quels résultats ils pourront avoir. Donc, vaut mieux peut-être, avec son programme qu'il a tendu la dernière fois, essayer de voir dans quelle mesure ils vont toujours continuer à travailler d'abord pour les réformes et puis voir comment ils peuvent créer une synergie et peut-être à long terme pour pouvoir aller sur le terrain et convaincre les militants à voter pour l'opposition. Sinon, quand vous voyez la situation actuelle, je pense que moi personnellement, je lui donne raison parce que je pense que aller à cette élection, peut-être sa candidature sera une candidature de plus. Une candidature de trop, même, de trop, voilà. Mais quelque part, Gérard Adia a dit qu'on ne peut pas aller aux élections dans ces conditions sans les réformes. Mais aujourd'hui, si on s'en tient réellement à tout ce qui se fait, on peut dire que les réformes sont poussées aux calendes grecques et que le chemin va droit dans le processus électoral sans les réformes. Oui, ben, avant que je n'en arrive à la question à moi posée, je crois que je dois parler un tout petit peu de la situation qui a prévalu au congrès de Obu, où Agbeoumé a renoncé au choix porté sur sa personne pour défendre les couleurs de son parti Obu. Et je vais peut-être créer l'événement en comparant ce qui a prévalu au cours de ce congrès-là à la situation qui a prévalu à Wandialeo. Donc, vous savez, la dernière fois, il s'est trouvé quelqu'un qui s'était mis à pourfendre l'opposition devant tout le parterre de cette personnalité présente à cette cérémonie. Et le chef de l'État n'a pas pu supporter ce qui s'était passé, donc on a dû lui arracher le micro et le chef de l'État a dit haut et fort que lui n'accepterait pas qu'on se mette à vilipender l'opposition. Là, c'est un événement, sinon moi je ne conçois pas quand même que quelqu'un puisse se mettre devant un public, toutes ces personnalités, lire un discours dont le contenu n'avait pas été préalablement vu. Donc peut-être tout ça là, ça participe de quelque chose et la mayonnaise a pris finalement. Donc en me référant un peu au cas Agbeoumé Kodjo, je me dis que Agbeoumé Kodjo était au cœur de ce congrès, les préparations et tout, il était au cœur. Donc Agbeoumé aussi, très futé, très rusé, sachant marquer des points, et sachant saisir des occasions, a saisi l'occasion de ce congrès-là aussi pour créer cet événement. Parce que Agbeoumé ne va pas nous dire que c'est le jour-là que ces militants ont porté le choix sur lui pour défendre les couleurs. Moi, à mon sens, si c'était le cas, il devrait déjà avoir un communiqué pour dire que vu ci, vu ça, Agbeoumé ne pense pas, le Congrès pense que Agbeoumé ne peut pas, on ne devrait pas porter son choix sur lui, le Congrès ne va pas porter son choix sur lui, qu'il va se désister en donnant certains arguments. Donc Agbeoumé, c'est celui-là qui sait récupérer des situations et en faire des événements. Donc la dernière fois, ce qu'il a fait, ça participe de cette volonté-là de créer l'événement, de se démarquer d'une situation qui est en train de prévoir là, au sein de toute l'opposition. Ça, je passe. Il y a un peu de Machiavel dedans, quoi, ce qu'il a fait là. Donc, si vous connaissez l'homme, on sent qu'il veut mettre ce piquant-là pour se singulariser des autres leaders de l'opposition. Et s'agissant, et puis il s'est assigné une mission, c'est de faire tout pour concilier certains points de vue pour quand même qu'on arrive à dégager une candidature. Moi, je dis que ça serait peine perdue. Ça serait vraiment parce qu'il est porteur d'un programme adopté par le Congrès. Ça serait peine perdue parce que moi je me dis que c'est aujourd'hui pour que toutes les forces de l'opposition puissent fédérer leurs énergies pour porter leur choix sur un candidat, il va falloir quand même qu'on voit un peu ce que le programme de ce candidat. Et c'est pour ça qu'Obu a adopté un programme. Et puis il faudrait aussi que les autres leaders de l'opposition, les autres partis, voient en celui-là qui va défendre leur couleur quelqu'un de fédérateur, quelqu'un qui a un certain égard pour les autres. Si aujourd'hui on voit les candidatures fusées de tous les côtés, celui-ci se lève, il fait son congrès et dit que lui va prendre parole, c'est parce qu'on ne trouve pas celui-là qui fait l'unanimité au sein de l'opposition. Si certains même se disent candidats naturels de l'opposition, ça n'engage que ces gens-là. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se leurre.
si on a passé tout ce temps-là à faire du folklore au niveau de Novella Star par rapport au conclave qui n'a, à mon sens, rien donné, c'est que celui-là sur qui le choix devrait se porter ne représente que sa propre personne ou bien son parti. Les autres ne se reconnaissent pas en lui. Vous constatez que depuis cela, le mieux, c'est dangereusement lézardé que des corps étrangers viennent s'y abriter. Donc, c'est clair et net. Agbomé n'a qu'à économiser ses forces et son énergie pour d'autres fins que de vouloir raccorder ce qui ne pourra pas se faire. Ça, c'est clair et net. C'est une mission quasiment impossible à réaliser dans le contexte actuel où les positions sont tranchées. Maintenant, s'agissant des réformes à opérer, certains attestent que sans les réformes, pourquoi l'opposition doit aller bien. Ceux-là qui étaient sortis crier que non, sans les réformes, c'est malheureusement les mêmes qui ont pris leur force pour sillonner et dire qu'ils vont participer à cette élection. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de contradictions dans l'élan même qu'ils tendaient de donner à leur combat politique. Donc ils ont mimé que faire sérieux. Donc au-delà de cette sempiternelle façon de battre les pavés pour réclamer quelque chose, il y avait des sous-entendus. On voulait seulement marcher pour raviver la flamme au sein des militants que pour pousser le pouvoir à opérer les réformes. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de certains partis qui se reconnaissent dans mes propos, on voudrait des choses et leur contraire en même temps. Aujourd'hui, Dieu merci, les masques tombent. Les chantres des réformes n'étaient pas en réalité ces vrais chantres des réformes. Ils voulaient plutôt que les réformes n'aient pas lieu en vue de contraindre les autres à s'aligner derrière eux. Là, c'est là la triste vérité, c'est là la vraie face de ces leaders-là qui ont fait miroiter des choses qui en réalité n'étaient pas cela. Donc c'est ça. Donc je crois que s'ils étaient sérieux, ils iraient sur les médias dire un peu le jeu double qu'ils ont eu à jouer au sein de cette opposition. Très bien, on vous a assez compris. On va observer une courte pause et revenir sur le plateau de votre émission Grand Jury, toujours avec nos deux invités, Michel Yao Tchadia, directeur de publication du journal Ouara, Les Vainqueurs, et Tchakala Alilou, directeur de publication du journal Courrier de la République. Nous étions en train d'aborder le sujet relatif aux différentes positions des partis politiques de l'opposition par rapport au scrutin présidentiel et à la question des réformes. Avant de retrouver nos invités, rapidement la lecture de quelques messages avant. Au vu de tous les événements de ces derniers temps, il ne serait pas normal que soit consensuellement qu'on fixe la date. Ça, c'est un auditeur qui pose la question. Rapidement, un autre auditeur qui écrit: la multiplicité des candidats au sein de l'opposition a pour origine l'égoïsme de l'ANC, sinon toute l'opposition serait ensemble. Ils n'ont qu'à réviser leur position, écrit l'auditeur. Un autre qui écrit: bonjour, les Togolais doivent faire très attention car la politique de l'ANC n'est rien d'autre que celui de l'UFC dans le passé. Dim depuis Adido Gomé. Et puis un autre: le gouvernement veut à tout prix aller à l'élection à cette date parce qu'en la repoussant, on aura un délai espacé de 6 mois, ce qui veut dire qu'ils doivent faire obligatoirement les réformes et tout le monde sait que c'est que unir ne veut pas. Tout le monde sait que c'est ce que unir ne veut pas, écrit l'auditeur. Agboyome pense pouvoir égratigner des points auprès des Togolais après avoir trahi ces derniers. Qu'il cesse de troubler le peuple. Il ne peut pas porter un chapeau de pèlerin au Togo, écrit l'auditeur. 7 candidats de l'opposition contrefort. Pourquoi nos opposants ne peuvent pas s'unir? Ils sont à la recherche de leur propre intérêt. Ils ne pensent pas au peuple. Agbeome a raison. Un autre rapidement: même si les réformes importent peu aux politiques, il faut au moins organiser des élections dans de bonnes conditions pour ne pas éventuellement repousser la date. Pourquoi ne pas éventuellement repousser la date du scrutin? S'interroge
l'auditeur. Pourquoi nous voulons coûte et coûte les réformes avant les élections alors qu'il y a une constitution en vigueur? Ça, c'est un autre auditeur. Et pour finir, le gouvernement veut à tout prix aller à l'élection à cette date parce qu'en la repoussant, on aura un délai espacé. Je crois qu'on a déjà lu ce message. L'auditeur a dû renvoyer de nouveau le message. En tout cas, ça, c'est par rapport aux auditeurs. Revenons, Michel, par rapport au développement tout à l'heure de Tchakala, en précisant donc ce qui s'est passé la dernière fois lors du congrès de Obu. Quelle analyse, Awara, les vainqueurs, vous en faites? Non, moi je pense que Agoume, c'est un élément politique que nous connaissons. Le monsieur, qu'on l'aime ou pas, il sait faire de la politique. Moi, je ne trouve pas que ce que il a fait est stratégique. Non, ça participe de la façon de faire de la politique et de créer de la sympathie. Pour lui, il sait le faire. Mais ce n'est pas un drame. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que quand j'ai écouté mon confrère, c'est comme le fait qu'il cherche à créer un événement, c'est une mauvaise chose. Non. C'est ça. Il faut savoir faire de la politique. Ce qu'il sait faire. Nous n'avons rien à le reprocher. Je pense que ces militants soient au courant que même si on le proposait, il va refuser ou pas, je pense qu'il a reçu le coup. Ça, il ne faut pas l'en vouloir pour ça. Maintenant, par rapport aux réformes, il dit œuvrer pour ces réformes-là. C'est un langage politique. Il faut prendre ça tel quel. Sinon, en réalité, tout le monde sait qu'aujourd'hui, quand vous regardez le lendemain politique togolais, les choses sont claires. Ceux qui sont dans le CAP 2015, ils ont choisi. M. Agoume Kodjo, à un moment donné, il s'est retiré. Il n'a qu'à chercher son chemin. Quand il me dit aujourd'hui qu'il va chercher à peut-être regrouper, moi je trouve que ça c'est un langage politique. C'est pour dire qu'il est toujours commun. Oui. Il est toujours dans la logique de pouvoir amener les autres à peut-être faire en sorte que les programmes soient fondus, que chaque parti amène son programme, son projet, que ce soit fondu pour faire quelque chose de un pour tous. Ce qui est difficile lorsque vous connaissez les égos des responsables politiques de l'opposition. D'ailleurs, c'est ça même qui explique la multitude de candidatures. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, quoi qu'il arrive, c'est que Agoume Kodjo a constaté qu'il ne pourra pas peser dans le système actuel s'il était candidat. Et il a choisi. Je pense que les mois et les années à venir, peut-être, parce que c'est un monsieur qui s'est vendu sur les occasions, il saura peut-être quel chemin véritablement prendre pour permettre à son parti politique d'aller de l'avant et de contribuer à ce que la démocratie soit enracinée dans notre pays. Voilà un dernier élément par rapport à la politique. Ici, au même moment que la Cour constitutionnelle sort, que les différentes sorties se multiplient, il y a également les ODDH, Organisation de défense des droits de l'homme, 13 au total, qui sont à l'initiative d'une nouvelle donne qui voudrait que pas de réforme, pas d'élection, Tchakala. Oui, je crois qu'il y a une certaine constance qu'on lit au niveau de ces organisations de défense des droits humains. Et vous savez, on ne saurait faire amalgame entre plusieurs situations. Les gens préfèrent troubler l'eau pour y pêcher, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a certaines organisations qui ont décidé de s'affranchir de certaines tutelles. Entre-temps, quand ces ODDH avaient le vent en poupe, certains partis, certains leaders ont cru s'approcher à ces ODDH pour avoir une certaine aura. Ils ont même récupéré le combat que menaient ces ODDH. Aujourd'hui, c'est vrai, et il y a une constance qui ne nous trompe pas. Cette constance, c'est cette volonté, une fois encore réaffirmée de ces organisations de la société civile, de mener le combat pour l'avènement
pour vider le reliquat des réformes à opérer. Ça dure déjà. Là, c'est une belle démarcation, c'est une belle démarcation, c'est une constance. Quand ceux-là qui tendent à dire que non, le combat qui urge de mener aujourd'hui, c'est par rapport aux réformes, ça c'est extrêmement vrai. C'est tout à fait normal que aujourd'hui, ce qui a retenu l'attention de toute la population, que les gens œuvrent à ce qu'on voit un heureux aboutissement par rapport à ces réformes-là à opérer. Certains sont allés se soustraire de cette dynamique en disant que le combat qu'il faut mener aujourd'hui, c'est de mener le combat pour la transparence des élections. Que vaudra cette transparence si au niveau des institutions, on n'a pas pu opérer les réformes nécessaires qu'il faut? Donc je crois que les gens ne sont pas aussi naïfs pour mordre un peu à leur hameçon, à ceux-là qui disent que le combat qu'il faut mener, c'est au niveau de la transparence des élections. Donc si aujourd'hui, certains, je crois que ceux-là qui sont dans cette dynamique de confondre réforme et transparence des élections se verront seuls dans leur lancée, et j'estime que c'est une funeste lancée parce que on ne peut pas mettre de côté les réformes, même si aujourd'hui on estime que ces réformes-là n'ont pas de chance de se voir vidées, mais il faut quand même continuer toujours par marteler ce qui avait sous-tendu le combat qu'ils avaient mené. Donc, dire que non, on peut faire grâce aux militants de ces questions de réforme pour maintenant s'atteler à l'essentiel, et cet essentiel, aux yeux de certains, c'est la présidentielle, c'est d'aller à la présidentielle et d'avoir le strict minimum par rapport à la transparence qui devrait couvrir cette élection. Moi, je crois que c'est une erreur fatale qui peut faire découvrir un peu. Moi, je me dis même que ceux-là qui sont des adeptes de cette transparence au détriment des réformes à opérer, je ne sais pas s'il y a des deals secrets qui lient ce parti-là à d'autres là qui ont fait un blackout autour de ces réformes-là. Il y a anguille sous roche. Il va falloir que les militants demandent des comptes à ceux-là qui ont à un moment senti qu'il faut laisser de côté les réformes et aller tout droit. C'est comme s'ils se conduisaient à l'abattoir, accepter qu'on les conduise sans pouvoir réagir à l'abattoir. Parce que la présidentielle, dans les contextes actuels, je crois que on a de fortes chances de ne pas voir l'alternance arriver. Voilà, Michel, par rapport à cette position des ODDH qui voudraient œuvrer pour que les réformes soient opérées avant l'élection. Autrement dit, pas de réforme, pas d'élection. Non, je pense que cela que vous qualifiez d'ODDH, c'est une partie de l'opposition. Parce que ne soyons pas hypocrites. Ceux qui sont dans ces regroupements d'ODH, c'est des gens qui étaient dans le CST, c'est des opposants, c'est leur droit. Mais aujourd'hui, prendre des Togolais pour des cons et se regrouper dans un coin, parler de synergie, de quoi, c'est une partie de l'opposition. Ces gens-là que vous taxez de ODDH, c'est des opposants, c'est leur droit de s'opposer. Il ne faut pas faire le malin, se cacher derrière, vous affichez en tant que politique pour chasser un président, parce que toutes ces associations étaient dans le CST pour chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Et aujourd'hui, on se met de côté, on dit non, que non, c'est leur droit d'être opposant. Maintenant, leur position, je pense que aujourd'hui, ils étaient avec des gens qu'ils accompagnaient pour chasser le chef de l'État. Ça n'a pas marché. On parle des réformes aujourd'hui. Ces mêmes messieurs et dames disent que c'est même les réformes qui vont à ces élections. Il revient maintenant à leurs anciens amis là de comprendre que, mais en réalité, ils étaient avec des gens qui n'étaient pas sincères. L'objectif pour lequel ils étaient tous là-bas n'était pas le même. Aujourd'hui, c'est clair. Et donc, ces messieurs regroupés dans ces associations-là, il faut quand même qu'ils soient honnêtes pour dire publiquement qu'ils ont accompagné pendant 5 ans des gens qui n'avaient pas vraiment comme ambition de faire en sorte que la démocratie puisse s'instaurer, parce qu'ils ont voulu chasser le chef de l'État, faire partir le chef par des voies non orthodoxes, notamment les marches pour faire partir un président. Ça, déjà, on ne peut pas aujourd'hui nous dire que
ce même régime qui, à un moment donné, a voulu appeler les mêmes personnes au dialogue. Ils ont dit non, il n'y a pas de dialogue. S'il y a dialogue, c'est de discuter des conditions du départ du chef de l'État. Ils refusaient à l'époque. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui, à un moment donné, ont drainé quelques, en tout cas, militants naïfs, que je qualifie entre guillemets de naïfs, parce qu'ils ne connaissaient pas les vraies intentions de leur leader. Ils les suivaient, ils fermaient leur boutique chaque samedi. Ils ne comprenaient pas que ces messieurs-là n'étaient pas en train de lutter pour la bonne cause. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à s'en prendre entre eux. L'opinion nationale et internationale est claire aujourd'hui. Ces messieurs et dames, ils ont échoué. Et les élections, je pense aujourd'hui que les élections qui vont se dérouler très très prochainement vont permettre aux Togolais de faire une redistribution des cartes politiques. Parce qu'aujourd'hui, les Togolais sont fatigués de la classe politique de l'opposition. Il va falloir de 109 pour pouvoir créer une autre façon de faire la politique dans notre pays. Sinon, ce qu'on a aujourd'hui, ils ont tous montré leurs limites. Et si jamais les élections vraiment arrivaient à se passer dans de bonnes conditions, c'est le souhait de nous tous, juste après cela, les Togolais n'ont qu'à penser à renouveler leur classe politique. Voilà, vous avez compris rapidement quelques messages avant de poursuivre. Salut KNTB. Je crois qu'il y a une confusion autour de la chose. Un congrès qui investit un candidat et que ce dernier décline l'offre, sinon il n'est le seul candidat de Obu, à moins que c'est une mise en scène. Absolument, c'est ce que je dis. Un auditeur et puis un autre qui écrit. Qu'est-ce qui... Attention, voilà, on est arrivé. Comme les partis politiques sont cupides et ils n'arrivent pas à s'entendre, qu'ils choisissent au moins quelqu'un dans la société civile derrière lequel eux et le peuple s'alignent. Proposition donc d'un auditeur. Ces opposants ne sont pas sérieux car pour des privilèges, l'ANC joue le jeu de l'unir pour laisser la constitution telle. Écrit un auditeur. Un autre. Ce n'est pas la transparence qui fera gagner l'opposition aux prochaines élections. C'est plutôt les stratégies et plans d'action qui peuvent sauver l'opposition. L'unicité, écrit l'auditeur. Un autre message. Bonjour. Vous ne voyez pas que Agbouibo a raison de dire qu'on ne doit pas mélanger la société civile et les partis politiques. C'est Théodore qui l'écrit. Bonjour KNTB, je crois que nous comprenons tous français. La Cour constitutionnelle a bien dit que les élections doivent avoir lieu entre le 17 février et le 15 mars, ce qui est différent des propos du ministre. Situé clairement, s'il vous plaît. Je crois qu'on a déjà même répondu à toutes ces questions. Il nous reste 5 minutes. On va rapidement aborder la visite du Premier ministre au CHR Lomé commune. On aurait bien voulu rejouer l'élément. Voilà, on va jouer l'élément du Premier ministre à thème précis, c'est Liagodi à Oumé Zulu. C'est vrai que c'est une visite surprise, mais je pense qu'elle est utile. Vous encourager, vous féliciter. 300 secondes. Et voilà, compte tenu du temps qui nous est imparti rapidement, je crois que chacun a déjà écouté le Premier ministre lorsqu'il a visité le personnel soignant du centre hospitalier régional Lomé commune, Tchakala. Quelle analyse vous faites de cette sortie du Premier ministre? Oh, c'est une sortie lamentable, une sortie très triste, je dirais. Et le Premier ministre est comporté comme un instituteur de village devant des élèves réunis sous une case de fortune, sous le banc. Je n'ai pas du tout. Il va falloir que les gens apprennent à assurer certaines responsabilités. Les agents de la santé et de l'éducation qu'il a semblé indexer ne sont pas des enfants qui, par saute d'humeur, se lèvent pour organiser des choses. Il faudrait que le Premier ministre assume. La dernière fois, moi, j'ai été choqué que le Premier ministre dise qu'on lui donne une semaine pour voir un peu les problèmes qui se posaient à la synergie, les accords antérieurement signés. Maintenant, il a essayé de voir qu'est-ce qu'il a pu faire que d'aller maintenant sermonner. Moi, je crois que c'était pas du tout bien. Il pouvait se comporter en un parent responsable à qui des enfants demandent quelque chose et qui n'est pas en mesure de la trouver et trouver le juste langage à utiliser devant ses responsables. C'est comme il vient de verser de l'essence dans le feu et qu'ils s'attendent
à ce que la réaction soit fulgurante. Je ne le prédis pas, mais franchement, je crois que c'est des docteurs, c'est des gens qui ont quand même un certain niveau, c'est des gens qui sont conscients qu'ils ont prêté serment pour sauver des vies. Mais ils ne le font pas par plaisir de le faire, ils le font parce qu'il y a une situation qui s'est créée. Donc il va falloir quand même cette sortie, moi j'estime que c'est une sortie triste, c'est une sortie de la mentale, c'est une sortie qui n'est pas de nature à concilier certaines choses et à baliser le chemin pour quand même que les gens mettent un peu d'eau dans leur vin. Très bien, on vous a assez compris. Mais Michel, il faut quand même dire que cette visite du Premier ministre lui a permis de constater des insuffisances dans les laboratoires et tout. Autrement dit, il saura apporter les justes solutions. Non, il ne faut pas le dire. Ça, nous sommes journalistes. Il faut quand même dire les choses telles quelles. Nous sommes là pour ça. D'abord, cette sortie-là, est-ce que c'est la première fois que les problèmes se posent dans le monde de la santé et que c'est aujourd'hui qu'il faut aller sur le terrain? Et rappelez-vous qu'il est en même temps Premier ministre et ministre de la Santé. Quand on a rattaché le ministère de la Santé à la primature, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Les problèmes s'entassent chaque jour. Allez à la CAMEC, une directrice... Mais vous êtes sans savoir qu'il est au four et au moulin par rapport à cette question d'Ebola. Mais au four et au moulin, en faisant quoi? En faisant quoi? Nous avons, sinon, au four et au moulin, on veut là les résultats. Nous avons, Dieu merci, que notre pays, jusqu'à ce jour, est épargné. Il est, comment au four et au moulin? En faisant quoi? C'est les techniciens qui sont sur le terrain. Mais tout récemment, il était à une conférence de l'OMS en Europe, quelque part. Mais il y a des problèmes ici. Mais quand il faut sortir, aller parler, ils sont prêts parce qu'on sait ce que ça régénère comme sous. Et maintenant, les problèmes sont sur le terrain. Il ne faut pas qu'ils fassent en sorte que les médecins soient braqués désormais. Parce que moi, si j'ai les maux de tête, c'est au SACHU ici que je vais aller. Mais quand il était malade, c'est pas, on ne l'a pas soigné au SACHU ici. C'est ailleurs, on l'a amené. Donc, il faut à un moment donné considérer ces gens-là. Parce que moi, j'ai toujours dit que le personnel de la santé, c'est des gens qui, il faut, nous-mêmes, nous faisons le tour à l'hôpital. On sait, dans les couloirs, même au SACHU, il n'y a même pas d'ampoule. Il n'y a même pas d'ampoule. Quand un médecin on fait un bon pour l'ampoule, il faut attendre 3 mois. C'est en Chine, on achète l'ampoule là ou comment? Donc, il faut comprendre à un moment donné que c'est un monde où il y a beaucoup de problèmes. Le Premier ministre n'a qu'à vraiment, avec tête froide, appeler ces messieurs, le collègue le disait tantôt, c'est des gens qui ont un bagage vraiment incontestable. Après tout, des docteurs, des gens plus 15, 25 ans, qu'on parle comme si chose. Mais je trouve que, en tout cas, qu'ils s'attendent à des conséquences avec cette sortie et surtout ces propos-là. Le monde n'est plus au temps où il faut, en vertu de votre rang social, vraiment crier sur des gens. C'est fini ça. C'est fini. Le peuple doit le connaître et prendre son temps et discuter et régler. Parce qu'on peut tout dire. J'ai posé la question la dernière fois sur le dossier. Quand le personnel de santé et le premier se rencontrent, ils bavardent ou bien ils discutent. Parce que tout le temps, c'est les mêmes choses qui reviennent. C'est des gens, j'estime, responsables. Ils n'ont qu'à trouver. C'est des gens qui peuvent comprendre que tout ce qu'ils demandent, ils ne peuvent pas avoir ça tout de suite. Et régler les problèmes au cas par cas, prioriser les choses et progressivement, nous allons. Parce que c'est aujourd'hui le monde de l'éducation, de la santé. Si ça ne marche pas, j'avoue que c'est nous qui allons en pâtir et nous ne devons pas pâtirer sur ça. Voilà, on vous a assez compris. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Il y a un auditeur qui a écrit, c'est parce que les membres du gouvernement ne manquent de rien que le PM raconte ces histoires. Voilà, nous mettons ainsi fin à ce rendez-vous du jour de votre émission Grand Jury. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Je rappelle que nous le faisons malgré toutes les difficultés qui se posent à nous au nom de l'appel que l'hymne national togolaise nous a lancé. Togolais, viens, bâtissons la cité. Si vous avez aimé, en tout cas partagez avec les autres, mais si vous avez des suggestions à faire, envoyez-les nous. Nous sommes tous au service de la nation. Bien de choses. Au revoir.